l'essentiel de cette conférence de presse, c'est tout d'abord de déplorer la démolition de la maison Pella, qui était aussi le premier monastère des moniales dominicaines de 1925 à 1934. Mme Claire Tranche-Montagne, Pella, a donné son immeuble et sa fortune à l'évêché de Joliette, lequel évêché a transféré tout en 1928 à la communauté des moniales dominicaines de Berthierville sous, Madame la secrétaire, incommunicabilité. Incommunicabilité, oui. Sous condition d'incommunicabilité. Alors, il faut savoir que voulait dire ce terme en 1928, mais je crois que dans l'esprit de l'évêque de Joliette, c'était qu'il n'était pas question de transformer le monastère et les propriétés qui s'y rattachaient à partir de l'argent de Claire Tranche-Montagne-Pellan en quelque chose qui devienne à but lucratif. Donc, la vocation d'interprétation, on peut en faire. Et donc, sous réserve que Rome se soit prononcée, que la Cour supérieure se soit prononcée, la volonté de la testatrice, Claire Tranche-Montagne-Pellan, était de faire en sorte que ça demeure à des fins communautaires, collectives ou religieuses. Mais je le dis sous toute réserve, je n'ai pas tous les documents. Nous avions trop peu de temps pour faire toutes ces vérifications-là. Alors, comme vous le savez, nous procédions devant le Conseil patrimonial, Conseil du patrimoine culturel du Québec, excusez-moi, vendredi 12 juillet à 13h. Nous étions en voie de nous préparer et à 10h20 le matin, j'ai reçu un message de mon bureau à l'effet que la pelle mécanique était rendue sur le site et en train de démolir le premier monastère, la maison Pellan. J'ai songé à immédiatement intenter un recours, à savoir une requête en injonction interlocutoire provisoire. Vers 11h, tout en préparant la rencontre avec le Conseil du patrimoine culturel du Québec, j'ai tenté une ultime procédure, mais ce n'est pas évident de trouver un juge en chambre en cour supérieure un vendredi après-midi. Et à 11h30, on m'a informé que de toute façon, c'était trop tard, la maison était complètement rasée. Est-ce le fruit du hasard ou le fruit d'un calcul? Mais nos représentations devant le Conseil du patrimoine culturel du Québec devenaient non avenues quant à ce volet de la demande. D'ailleurs, dans les documents, il ne ressortait pas clairement à la MRC, et semble-t-il pour le ministère, on ne savait pas que la maison Pellan était effectivement le premier monastère qui a accueilli les moniales dominicaines. La démolition s'est faite instantanément par un jour ensoleillé et venteux. Il y a eu un nuage. Là-dessus, j'ai des interrogations. Est-ce que la Ville, en émettant le permis de démolition, est-ce que la Ville de Berthierville a vérifié s'il y avait des éléments toxiques, dont de l'amiante, dans la maison qui fut érigée en 1916? Est-ce qu'il y a eu une attestation à l'effet qu'il n'y avait aucune trace d'amiante sous quelque forme que ce soit? Pour la simple et bonne raison, comme vous aurez pu le voir dans la vidéo qui fut enregistrée, un immense nuage de poussière, vendredi matin, allant d'est en ouest, a surgi, et c'est un nuage qui faisait au moins 10 mètres de haut. Et évidemment, toute cette poussière-là s'est étendue dans le secteur ouest de la ville, et le lendemain, il y avait un peu de poussière en direction est, c'est-à-dire sur mon terrain et le terrain de mon voisin. On n'a jamais été avisé qu'il y avait une démolition. Aucune mesure n'a été prise pour arroser les débris de façon à limiter la propagation de poussière. Honnêtement, je me permets de qualifier un tel geste de manque de civisme et de respect, à tout le moins pour les voisins, et possiblement, sous réserve de ce que nous pouvons savoir, de risque à la santé des citoyens de Berthierville. Maintenant, vous avez copie du mémoire qui a été déposé. Vous avez aussi copie des documents afférents. La raison pour laquelle nous tenons mordicus à sauvegarder le monastère, c'est qu'à toute fin pratique, c'est le dernier bâtiment institutionnel et religieux qui subsiste à Berthierville, par-delà la chapelle Cuthbert, par-delà
l'église de Berthierville et le presbytère. Nous avons soulevé dans le mémoire, illustration désormais à l'appui, que les plus beaux édifices ont tous été démolis. Le collège Saint-Joseph en 1959, il y avait des centaines d'étudiants, des franco-américains entre autres. Le couvent des Sœurs de Notre-Dame, dans lequel il y avait 17 pianos. Le Juvénat des Saints-Anges, qui était immédiatement à l'est du monastère. Et la deuxième église anglicane de Berthier, qui était près de la place du marché. Il ne nous reste à peu près plus rien du patrimoine institutionnel et religieux dans l'enceinte de Berthierville, qui est l'une des plus vieilles villes de la vallée du Saint-Laurent. Maintenant, le monastère lui-même. La MRC de Dautré, dès 2013, l'a qualifié d'exceptionnel et en a recommandé la conservation. Au-delà de ça, la MRC a écrit noir sur blanc qu'il fallait en interdire la démolition. Le problème vient de ce que la ville de Berthierville n'a jamais incorporé cette volonté de la MRC dans sa réglementation municipale, à telle enseigne que, n'étant pas classé patrimonial, le monastère devenait susceptible d'être démoli sans autre forme de procès. Il y a donc eu une volonté délibérée de ne pas protéger le monastère. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est seulement le conseil municipal de la ville de Berthierville qui peut répondre à ça. Maintenant, en plus de son intérêt architectural, il y a son intérêt technologique. Vous avez ici Maître Lessard, qui est la petite fille de l'ingénieur qui, le premier, a installé les pieux Franchi. Et pourquoi c'est important? Si vous lisez bien les documents, vous allez voir que le Juvénat des Saints-Anges, qui a été démoli, s'était enfoncé de quelques pouces en l'espace de quelques années. Construit en 1925, dès 1934, il commençait à s'enfoncer. Et c'est le fait de plusieurs constructions à Berthierville. Et cette technologie nouvelle, novatrice, était une première en Amérique du Nord. La solidité des fondations et des pieux Franchi font en sorte que ce monastère est un témoin de l'évolution géomorphologique de la vallée du Saint-Laurent. C'est un point de repère extraordinaire. Le rez-de-chaussée, le premier plancher, lui, a été conçu pour être à un pied au-dessus du plus haut niveau d'inondation connu dans la région de Berthier lorsqu'il y avait des redoux au mois de janvier. Encore là, c'est un repère historique, c'est un repère patrimonial. La maçonnerie est en parfait état. Est-ce qu'il y a lieu de le rénover? Oui. Est-ce qu'il y a lieu de le moderniser? Oui. Le système de gicleur doit être fait, l'électricité doit être faite, la plomberie doit être refaite. La seule vraie question, c'est, est-il vrai qu'il ne se trouve aucune autre vocation possible? Ma réponse est non. Vous pourrez contacter Pierre Bélanger, qui est un microéconomiste spécialisé dans la conversion des bâtiments institutionnels et religieux. Il y a de multiples exemples au Québec où l'on a transformé ce type d'immeuble en résidence pour aînés. Et vous avez Marguerite Blais, la ministre, qui propose précisément comme solution au vieillissement de la population de tels établissements. Nous avons proposé en 2014 un conservatoire d'art et de musique. Et Madame la mairesse de Berthierville n'a pas voulu soutenir le projet et n'a pas voulu non plus, à l'époque, lors de la création d'un comité ad hoc, déléguer un conseiller municipal pour nous aider. Parce qu'un comité ad hoc n'a pas de pouvoir, il n'y a pas d'existence juridique, il est là simplement pour tenter d'influencer. Dès lors, le monastère étant à vendre, ayant appris qu'il était pour être démoli, la seule chose qu'il nous restait à faire, c'était de créer ce comité de sauvegarde et de souhaiter qu'une fois que nous aurons stimulé l'opposition et reçu les encouragements des citoyens de Berthierville, que nous puissions d'une part le sauvegarder et d'autre part le convertir. Maintenant, le convertir, si on en fait une maison des aînés, si on en fait un centre pour personnes semi-autonomes, partiellement autonomes, non autonomes, le but ultime, c'est d'aller chercher une évaluation équivalente ou supérieure au projet des développeurs immobiliers, mais en créant des emplois valorisants et rémunérateurs, des emplois durables. On parle d'emplois
de 30, 40, 50, 60 000 $ par année. Un centre de taille significative, puis on peut penser à un centre qui pourrait représenter une vingtaine de millions de dollars d'investissement. Je me réfère ici à ce que Pierre Bélanger, l'économiste, m'a dit. Bien, on irait chercher une évaluation possiblement supérieure à un projet résidentiel et qui nous doterait d'emplois valorisants, rémunérateurs et durables. Alors, plutôt que de démolir, de s'empresser, de tout anéantir, d'effacer de la mémoire collective tout le symbole que représente le monastère, sur le plan architectural, sur le plan technologique, pourquoi ne pas réfléchir, pourquoi ne pas discuter, pourquoi ne pas trouver des voies de solution? Il y a aussi tout le boisé. À Berthierville, la forêt du monastère est le dernier îlot boisé significatif à l'intérieur du périmètre urbain de Berthierville et du périmètre urbain de Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'est un site exceptionnel, c'est une halte migratoire au printemps et à l'automne. Dès lors, faire un projet résidentiel, même si les promoteurs soutiennent qu'ils conserveront des arbres, si vous soustrayez la superficie des constructions résidentielles, la superficie des trottoirs, la superficie des rues, il reste quoi? Il reste peu. Il va rester quoi? Le tiers, le quart, le huitième, le cinquième, le sixième. Mais la masse forestière qui est utile à la biodiversité, on la perd totalement. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes manifestés avec des moyens extrêmement faibles, je dois l'avouer, pour tenter d'appuyer la ministre dans sa démarche et lui trouver un soutien. Maintenant, je donne la parole à M. Deshaies. Bonjour tout le monde, plaisir de vous rencontrer. Mon nom c'est Yves Deshaies. Je travaille en urbanisme depuis plus de 30 ans dans le monde municipal à peu près la même période. Écoutez, je suis content de vous rencontrer aujourd'hui. C'est même un dossier relativement très important. Je vous dirais dans le premier temps que ce qui aurait été souhaitable, c'est vraiment d'être en mesure d'agir beaucoup plus rapidement, évidemment, beaucoup plus en amont de notre rencontre d'aujourd'hui. Ce que M. Sylvestre vient de souligner un peu plus tôt, je pense que finalement, tout le monde, on le reconnaît assez rapidement quand on s'intéresse au présent dossier. En fait, dans l'intérêt de tous, il fallait vraiment préserver ou assurer la préservation de ce bâtiment patrimonial, autant de la maison Pelland, qui est maintenant trop tard, que du monastère lui-même. Ça représente véritablement le premier geste de revitalisation d'un patrimoine exceptionnel qui a toutes les caractéristiques requises pour devenir l'empreinte patrimoniale du chemin du roi. Dans tous les documents qui sont connus et qui sont clairement disponibles pour qui souhaite analyser le dossier, tous reconnaissent la valeur exceptionnelle du bâtiment, mais plus encore également son excellent potentiel de requalification. Ici, dans le présent dossier, quand on consulte finalement le plan d'urbanisme et le schéma d'aménagement de la MRC, on constate également que même à l'intérieur du premier schéma d'aménagement de la MRC qui date de 1989 et également, excusez-moi, 1988, et du premier plan d'urbanisme qui est toujours en vigueur de la ville de Berthierville qui date, lui, de 1989, déjà finalement, on évoque pleinement la rue Frontenac et également le chemin du roi comme étant le cœur de l'empreinte patrimoniale et du cadre bâti patrimonial de la ville de Berthierville. Ce qu'il faut voir également, c'est les enjeux finalement qui concernent ce secteur-là, particulièrement aux abords du monastère. Je pense qu'on convient rapidement qu'il déborde largement du seul périmètre ou des seules limites administratives de la ville de Berthierville. Écoutez, je ne suis pas ici pour vous parler trop longtemps, je suis ici finalement d'un geste de gracieuseté et d'intérêt citoyen, mais je vous dirais également que d'une part, il faut reconnaître la valeur du bâtiment et le préserver. C'était l'objet de notre rencontre au Conseil du patrimoine de vendredi dernier. Et d'autre part, je vous dirais que ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment urgence d'agir. Okay? On est chanceux, en fait, on en a sauvé un sur deux, c'est pas une grosse poignée au bâton. Écoutez, on a vraiment dans nous l'urgence d'agir. Cette urgence d'agir-là, devant les gestes qui ont été posés récemment sur le territoire de la municipalité de Berthierville, moi, finalement, je suis peu intéressé par l'idée de pointer qui que ce soit
du doigt. Je pense que finalement, il y a un problème de communication, ou sinon, certainement des ressources internes qui manquent au niveau de la municipalité. On voit ça partout. Ce que j'ai envie de proposer, c'est une proposition très simple. Okay? Vous savez très exactement aujourd'hui, okay, il y a 50 ans, l'homme déposait un premier pied sur la Lune. Okay? Fait que si on est en mesure, il y a 50 ans, de déposer un premier pied sur la Lune, je pense qu'à mon avis également, on est en mesure de faire rapidement les gestes qui s'imposent pour préserver sur l'ensemble du territoire du Québec le patrimoine de bâti existant. La démarche est très simple. Okay? Dans le cas qui nous concerne, là, de se retrouver devant un fait où il a été possible pour une municipalité d'émettre un permis de démolition en moins de 72 heures, c'est questionnable. Surtout quand il s'agit finalement d'un bien patrimonial d'intérêt régional ou d'un bien patrimonial d'intérêt exceptionnel. Devant un tel cas, la proposition, elle est très simple et c'est la suivante. La Ville ne devrait pas pouvoir émettre un permis de démolition. Je répète, la Ville ne devrait pas avoir le pouvoir d'émettre un permis de démolition et d'émettre également un avis favorable relativement à un projet de remplacement suite à la démolition, sans au préalable que le projet soit présenté à la MRC pour recommandation, ensuite au Conseil du patrimoine culturel du Québec, qui sera tenu de faire un avis relativement au projet de démolition et également au projet de remplacement, et advenant que l'ensemble des intervenants, d'un exercice vraiment, je dirais, concerté avec une expertise sérieuse et rigoureuse, advenant finalement une approbation à la demande de démolition, seulement à ce moment, la Ville pourrait délivrer un permis de démolition aux conditions fixées par la Commission du patrimoine culturel du Québec. Écoutez, c'est une démarche qui serait excessivement simple. Si cette démarche avait été en vigueur 3 mois auparavant, aujourd'hui, les 2 bâtiments auraient été sauvés. Fait que la démarche que je vous présente, c'est avoir exactement la même démarche que lorsqu'un promoteur demande un agrandissement du périmètre d'urbanisation, c'est-à-dire il présente sa demande à la municipalité, il achemine à la MRC, il achemine ensuite à la CPTOQ. C'est une démarche excessivement simple qui demande essentiellement des modifications législatives à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme et d'autres lois qui gouvernent le monde municipal. Vous conviendrez que cette démarche, elle est beaucoup plus simple que de déposer un premier pied sur la Lune. Merci. Madame la secrétaire, pouvez-vous nous dire la raison pour laquelle vous êtes à ce point motivée pour la sauvegarde? Moi, je suis motivée parce que ma mère a travaillé avec les petites sœurs. Elle prenait soin d'elle quand elle était malade pendant 10 ans. Et je suis une passionnée d'histoire, de patrimoine, de généalogie. Et je trouve ça vraiment déplorable que ça disparaisse de notre belle ville. Maître Lessard, pouvez-vous vous exprimer? Oui, certainement. Moi, j'ai un intérêt particulier en ce sens que je suis la petite-fille de l'ingénieur Stanislas Albert Bond, qui était l'ingénieur pour la construction du prieuré. Maintenant, ça fait 70 ans qu'on est ici. Nous, on est à Lanoraie, mais ça fait 70 ans qu'on est dans le secteur. Et plus jeune, on venait au prieuré. Les gens de la communauté, là, ils faisaient des achats dans les magasins d'alimentation, puis allaient porter ça aux religieuses. Alors, on allait chercher des retails d'hosties chez les moniales, les enfants que nous étions. Là. Alors, il y avait un intérêt particulier pour les prieurés. Maintenant, comme l'a dit Maître Sylvestre, prieuré a été construit à même les argents qui proviennent de la communauté avec le testament de Mme Pellan et tout ça. Là. Alors donc, il doit servir à la communauté. Le bâtiment doit être sauvegardé et servir pour les bienfaits de la communauté et non pas pour les bienfaits particuliers de certains entrepreneurs, simplement pour faire de l'argent. Il y a plusieurs solutions qui sont possibles. On peut faire une maison de soins palliatifs, on peut faire une maison des aînés, on peut faire un conservatoire d'art dramatique, on peut faire une école, on pourrait faire des logements sociaux, enfin, plein de possibilités, tout en conservant, évidemment, la structure du prieuré. Maintenant, il y a d'autres exemples, comme à Joliette, par exemple, ils ont pris une église
Et ils en ont fait la bibliothèque Corina Lanier. Alors, le bâtiment a été conservé et sert maintenant pour la communauté de Joliette. Il doit en être la même chose ici pour le prieuré de Berthierville. Nous, dans la province, on a une devise, je me souviens. Je me souviens de quoi? En ce qui concerne la maison Pellan maintenant, je me souviens de rien. C'est vrai. C'est triste. Ou je ne me souviens plus de la maison Pellan. Ouais. Si vous permettez, on va conclure là-dessus. Comme vous le savez, le service de gaz naturel a été coupé. Le monastère n'est plus chauffé. Le service électrique a été coupé. Il n'est plus desservi par l'électricité. Par conséquent, il devient pressant qu'une décision soit prise pour le sauvegarder, puisque, d'une part, si nous entamons l'hiver sans chauffage, une bâtisse en maçonnerie comme celle-là risque de se dégrader très sévèrement. Deuxièmement, en n'ayant pas de service électrique, on ne peut pas avoir une sécurité adéquate pour prévenir le vandalisme. La loi prévoit que c'est le propriétaire qui doit avoir au bon état de conservation de l'immeuble. Étant donné que les promoteurs immobiliers ont décidé de couper tous les services, la situation devient extrêmement fragile. D'où l'importance qu'une décision survienne pour sécuriser le monastère et qu'on ait le temps de structurer un projet communautaire, socio-économique, socio-culturel. Et là-dessus, je vous rappellerai la fermeture de Melchers, dans laquelle j'ai été mêlé très étroitement, négociation extrêmement pénible avec la société Seagram, qui était sous le contrôle de la famille Bronfman. Les Bronfman ne voulaient plus de distillation à Berthierville chez Melchers. Les Bronfman voulaient tout raser, tout démolir. Certains étaient d'accord avec les démolitions, on pourra peut-être faire du résidentiel. Et c'est là où la Corporation de développement économique, quand j'en étais président, on a dit non. Avec l'aide de Jean-Guy Lemire, feu Jean-Guy Lemire, qui était un homme extrêmement intelligent et novateur, à 2 heures du matin, il nous a fait une proposition. Pourquoi ne pas transformer les entrepôts en usines et en espèce de petit parc industriel qu'on a appelé par la suite parc industriel Melchers. On l'a proposé à la famille Bronfman, il y a eu des négociations, M. Decottret a été extraordinaire là-dedans, Robert Bourassa s'en est mêlé personnellement, et ça aboutit à une loi privée où les Bronfman ont trouvé leur profit et où la ville de Berthierville s'est fait transférer toutes les propriétés pour $1 en sauvegardant 8 millions d'évaluation municipale 1986, entendons-nous, ça vaut davantage aujourd'hui. Par conséquent, ça n'est pas d'être contre M. Saint-Martin ou de ses associés. Le point, c'est de dire, pouvons-nous trouver une solution innovatrice, créatrice d'emploi, créatrice de richesse. Et entre un projet de développement résidentiel où les travailleurs de la construction vont travailler un certain temps, à la suite de quoi tout s'éteint, sauf ceux qui coupent la pelouse et font du jardinage, nous proposons une évaluation équivalente ou supérieure avec les emplois une fois de plus. Avez-vous quelque chose à ajouter? Moi, j'aurais peut-être juste une question, M. Oui. Dayet. Votre proposition de règlement, c'est quelque chose que vous voulez propager à travers la province. Ben, Comme solution, ça serait une proposition que vous voudriez faire oui, au tout à fait. ministre pour... Vous savez les conseils de ville, au niveau des MRC, souvent, on ne choisit pas nécessairement de poser le mauvais geste de façon volontaire. Okay? Peut exister pour toutes autres circonstances, mais règle générale, c'est vraiment des intervenants qui travaillent pour des bons motifs. Souvent, il leur manque de ressources. Ils n'ont pas l'expertise interne, finalement, pour analyser les problématiques et les différents enjeux relatifs au patrimoine religieux ou au territoire de municipalité. Dans ce contexte-là, il faut les soutenir. Okay? Mais pour les soutenir, la meilleure démarche, celle qu'on connaît déjà très bien et qui fonctionne très bien, c'est celle qui existe déjà au niveau de la CPQRQ. C'est une démarche simple, c'est simplement de dire avant que la municipalité cause un geste irréparable d'émission d'un permis de démolition d'un bien patrimonial d'intérêt régional
ou d'intérêt exceptionnel, bien, tout simplement, au départ, s'assurer auprès de la commission le Conseil du patrimoine et de la culture du Québec, s'assurer finalement d'avoir l'approbation avant de poser l'ultime geste de démolition. Donc, c'est ça. Donc, on voudrait se servir possiblement de la MRC ici pour devenir une espèce d'incubateur de nouvelles procédures qui pourraient être faites. Écoutez, si le gouvernement choisit finalement d'initier cette démarche-là d'un premier temps au niveau de la MRC d'Autrey, moi je les laisse choisir. Je pense que simplement, avant de se retrouver dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours, dans un mois, dans une semaine, peu importe, devant une autre situation d'urgence où encore une fois des citoyens seront dans l'obligation, de réagir à la dernière minute, agissons maintenant, agissons en amont. Nous sommes capables de poser des gestes très efficaces et efficients pour préserver notre patrimoine. Et il faut savoir également que, vous savez, on dit ça parce qu'il faut savoir l'élément suivant. Dans les documents d'orientation d'aménagement du gouvernement du Québec, les documents qui ont été produits en 1994 ou encore en 1995, très longuement, on parle de la nécessité de préserver le patrimoine, le cadre bâti, le patrimoine religieux, le patrimoine culturel, le patrimoine historique, le patrimoine architectural sur le territoire du Québec. Dans ce contexte-là, il ne s'agit pas simplement de dénoncer des orientations d'aménagement, mais il s'agit également de poser des gestes concrets pour y parvenir. Vous êtes dans une pièce qui a été construite par André Saint-Martin lui-même. Comme mon bureau fut rénové par André Saint-Martin lui-même. C'est d'ailleurs mon petit cousin. On s'est toujours bien entendu. Je ne doute pas de ses compétences, je ne doute pas de sa volonté d'entrepreneur, sauf que la loi sur le patrimoine, c'est une loi publique, d'intérêt public et d'ordre public. C'est la remarque préliminaire que je voulais faire. Le Conseil du patrimoine va émettre un avis à la ministre, à la lumière des mémoires et représentations qui lui auront été faites. Et à cet égard, je veux faire très clairement l'énoncé suivant. Aucun des membres du comité de sauvegarde n'a le moindre intérêt financier, foncier ou immobilier. Nous sommes complètement indépendants et nous ne faisons pas dans un intérêt économique ou financier de quelque nature qu'il soit. Nous le faisons par courage, par patriotisme et par souci de préserver un bien collectif de très grande valeur. Maintenant, ce que je déplore de la partie adverse, M. Saint-Martin, sa compagnie, M. Payet, M. Ducharme, ils m'ont demandé de transmettre le mémoire, tous les documents. Par souci de transparence et par courtoisie, j'ai tout transmis à la partie adverse. J'ai demandé, auriez-vous l'amabilité, en toute franchise, de façon courtoise, entre procureurs, entre membres du barreau, de me transmettre vos documents. Ce que j'ai su, c'est une mise en demeure. Une mise en demeure qui est une manœuvre d'intimidation et qui s'apparente beaucoup à une procédure bâillon, c'est-à-dire, on va vous faire peur, taisez-vous. Désolé, désolé. Nous ne nous tairons pas et nous tiendrons le coup. Nous ne capitulerons pas. Maître Sylvestre, qui est la cliente dont il est question dans la mise en demeure? C'est la compagnie à numéro. La compagnie d'André Saint-Martin. Okay. Ben moi, ma question, c'était quoi la suite des choses après votre présentation du vendredi dernier? C'est quoi, on attend l'avis du ministère? L'avis du Conseil du patrimoine du Québec va aller relativement vite. Okay. Précisément parce qu'on doit sauvegarder le monastère, le chauffer et le desservir par l'électricité. Donc, il y a deux choses l'une. Ou l'avis est favorable et la ministre aura décidé si elle passe à l'action, si elle maintient son avis, son intention de le conserver, ou alors le Conseil dit non, ça ne vaut pas la peine, et puis là, M. Saint-Martin et ses associés pourront démolir. Okay. Donc, on devrait avoir des nouvelles dans les prochains mois. Oui, en vertu de l'article 78 que j'ai cité dans le mémoire, la ministre a d'énormes pouvoirs. Okay, non, mais je veux dire, mais les délais, ça devrait être quoi d'ici au mois de septembre? On espère avoir des nouvelles. Écoutez, je suis surpris que ça puisse dépasser octobre. Bon, d'accord. Pour les raisons que je vous ai données. D'accord, c'est ça qu'on voulait savoir.